L'air que nous respirons dans ce manoir est plus ancien que les pierres qui le composent. C'est un air lourd, chargé du silence des générations de serviteurs qui m'ont précédé. Un air qui sent la cire froide, la poussière des tapisseries et une humidité tenace qui s'infiltre à travers le granit de Bretagne. Chaque jour, le vent de la lande hurle contre les fenêtres, non comme une promesse du monde extérieur, mais comme le gémissement d'une âme en peine, un rappel constant de notre isolement. Les murs sont des geôliers silencieux, les couloirs des veines où circule une peur feutrée. Je connais chaque craquement du parquet, chaque courant d'air glacial qui annonce l'approche d'un maître. Cette demeure n'est pas un foyer, c'est un tombeau élégant où les vivants marchent comme des fantômes et où le seul son véritable est celui des horloges, égrenant les secondes d'une vie qui ne nous appartient pas. La lumière elle-même hésite à entrer, projetant des ombres longues et déformées qui dansent comme des spectres sur les boiseries sombres, nous observant. Nos quartiers sont le ventre humide de cette grande bête de pierre. Loin de l'argenterie et des velours, nous dormons sur des paillasses qui sentent la sueur et la paille moisie. La nuit, nous sommes un enchevêtrement de corps fatigués, notre souffle collectif formant un mince nuage de buée dans l'air glacial du dortoir. Il n'y a pas d'intimité, seulement une misère partagée en silence. Chacun porte le poids de sa propre servitude, mais nous le portons ensemble, comme des bêtes de somme sous le même joug. Le matin, lorsque la cloche sonne, bien avant l'aube, le premier geste est de chasser le froid qui s'est logé dans nos os. Nous nous habillons dans une quasi-obscurité, nos gestes rendus maladroits par le sommeil et la résignation. Le luxe de l'étage supérieur ne nous parvient que par son absence ici-bas. Nous sommes le mécanisme invisible et sale qui permet à la beauté de briller là-haut, une fondation construite sur notre effacement. La journée commence par un rituel immuable, une procession silencieuse vers les cuisines, où la chaleur du grand fourneau est la seule caresse que nous connaîtrons. L'eau que nous utilisons pour nous laver le visage est si froide qu'elle brûle la peau, un réveil brutal qui nous rappelle notre condition. Personne ne parle. Les mots sont une denrée rare et dangereuse. Nous communiquons par des regards, des hochements de tête, une économie de gestes apprise au fil des années. Chaque tâche est assignée par une hiérarchie aussi rigide que la pierre du manoir. Je vois le cuisinier en chef, un homme dont la colère est aussi vive que les flammes de son foyer, donner ses ordres d'une voix basse et sifflante. Nous sommes des rouages dans une immense machine, et le moindre grain de sable, le moindre écart, peut provoquer la fureur du maître. Notre silence n'est pas de la paix, mais la tension d'une corde sur le point de rompre, une attente perpétuelle de la faute qui attirera le châtiment. Le marquis est le centre immobile de notre univers en mouvement. Sa présence n'a pas besoin d'être annoncée par des mots, elle se ressent dans l'air, une chute soudaine de température, un silence qui devient plus lourd, plus dense. Quand il traverse une pièce, nos corps se contractent, nos regards se fixent sur le sol. Le voir, c'est s'exposer. J'ai appris à ne percevoir que ses bottes, le cuir luisant qui écrase sans un bruit les tapis précieux. Une seule fois, j'ai levé les yeux et croisé son regard. Il n'y avait rien dedans, ni colère, ni mépris, seulement un vide glacial, le vide d'un homme pour qui je n'étais qu'un objet, un meuble se déplaçant dans son champ de vision. Cette indifférence est plus terrifiante que la haine, car elle signifie que notre existence même est sans conséquence. Il est la loi, le juge et le bourreau, une divinité sombre dont nous évitons à tout prix d'attirer l'attention. Et puis il y a Madame. Éléonore. Elle est l'autre pôle de ce silence, mais le sien est différent. Ce n'est pas le silence de l'autorité, mais celui de la cage dorée. Je la vois souvent, une silhouette pâle et immobile près des hautes fenêtres du salon, regardant la lande sans jamais vraiment la voir. Elle flotte à travers les pièces, le bruissement de sa robe de soie est le seul témoignage de son passage. Sa beauté est une chose triste, comme celle d'une fleur coupée et mise dans un vase, déjà en train de mourir. Son silence est une absence, un vide qui semble l'engloutir de l'intérieur. Les autres servantes disent qu'elle n'a pas donné d'héritier, que son utilité s'est éteinte avec cet échec. Elle est aussi prisonnière que nous, mais sa prison est faite de soi et de solitude. Son regard ne se pose jamais sur nous, il nous traverse, perdu dans un chagrin si profond qu'il est devenu son seul royaume. Je me souviens de Pierre, un jeune valet qui avait mon âge. Il avait volé une pomme dans le verger, poussé par la faim qui nous tenaille constamment.
Le marquis l'a fait attacher au poteau de la cour devant nous tous. Il n'a pas crié, il n'a pas délégué la tâche, il a pris le fouet lui-même. Je n'oublierai jamais le son. Un claquement sec, comme une branche qui se brise, suivi du bruit mou de la lanière de cuir s'enfonçant dans la chair. Nous étions tous là, immobiles, forcés de regarder. Le silence n'était brisé que par les sifflements du fouet et les halètements de Pierre. Personne n'a détourné le regard. C'était la leçon. Notre corps ne nous appartient pas. Notre volonté non plus. Nous sommes la propriété du marquis, et il peut nous briser comme bon lui semble. Depuis ce jour, le goût d'une pomme est pour moi celui du sang et de la peur. Cette image est gravée en nous, un avertissement permanent qui régit chacun de nos gestes. Dans ce manoir, chaque mur a des oreilles, et chaque ombre cache un regard. La méfiance est le pain que nous partageons. Nous nous surveillons les uns les autres, car la faveur du maître s'obtient parfois par la dénonciation d'un autre. Un mot de trop, une plainte murmurée dans le dortoir, un regard de compassion pour celui qui est puni, tout peut être rapporté. La survie ici passe par l'invisibilité et le silence. Nous avons appris à lire sur les visages, à déceler la moindre tension, le moindre changement d'humeur chez nos supérieurs et nos pairs. C'est une danse macabre où chaque pas est calculé. Je me sens parfois comme un animal traqué, dont les sens sont constamment en alerte, guettant le danger qui peut surgir de n'importe où. La plus grande menace ne vient pas toujours du marquis, mais de la peur qu'il a instillée en chacun de nous, nous transformant en gardiens de notre propre prison. Parfois, depuis les fenêtres les plus hautes où je nettoie les vitres, je peux voir la terre s'étendre à perte de vue. La lande bretonne, sauvage et balayée par les vents, les falaises grises qui plongent dans une mer d'acier. On pourrait croire que c'est un appel à la liberté, une promesse d'évasion. Mais c'est une illusion. Cette nature hostile est une autre muraille. Où irions-nous, nous qui n'avons rien, qui ne sommes personne en dehors de ce domaine? La terre appartient qu'au marquis, les villages lui sont soumis, et la mer est une impasse froide et violente. Ce paysage désolé n'est que le reflet de notre propre âme. Il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a que ce rocher battu par les flots et ce manoir posé dessus comme une couronne d'épines. La fuite est un rêve d'enfant, une histoire que l'on se raconte avant de s'endormir pour oublier la faim et le froid, mais que le matin efface toujours. Je n'ai aucun souvenir d'une mère ou d'un père. Mon histoire a commencé ici, sur ce domaine. Mon nom, Yann, est celui que l'on m'a donné, aussi impersonnel que la livrée que je porte. Je suis né serviteur et je mourrai probablement serviteur. Parfois la nuit, lorsque le silence est total, je me demande si je suis un homme. Un homme a des désirs, des souvenirs, une volonté. Je n'ai que des ordres à suivre, une fatigue dans les os et une peur logée dans le creux de mon ventre. Suis-je autre chose que les mains qui polissent l'argenterie, le dos qui porte le bois, les pieds qui arpentent sans fin ces couloirs silencieux? Cette question est un poison lent. Je la repousse car y penser est le début de la folie. Pour survivre, il faut cesser d'être, accepter sa condition d'outil, d'ombre. Il faut tuer le peu d'humanité qui subsiste en soi avant que le maître ne s'en charge. Mon travail me place au plus près du pouvoir et donc du danger. Je suis le valet personnel du marquis. Je sers à table, je veille au feu dans sa bibliothèque, je me tiens debout, silencieux dans un coin de la pièce pendant des heures, attendant un signe. C'est là que le contraste est le plus brutal. Mes mains, abîmées par le travail et le froid, touchent les livres reliés en cuir, versent le vin dans des verres de cristal, ravivent les flammes qui se reflètent dans les yeux vides des portraits d'ancêtres. Je respire l'odeur du bois ciré, du tabac cher et du cuir, pendant que mon estomac crie famine. Je suis le témoin muet de leur opulence, de leurs conversations à mots couverts, de leur silence tendu. Je suis si proche que je pourrais tendre la main et toucher leur monde, mais un abîme infranchissable nous sépare. Je suis une partie du décor, et le décor ne doit jamais parler. Hier soir, alors que je servais le dîner, Madame a laissé tomber son gant. Il a glissé de ses genoux et a atterri près de mes pieds. Je me suis penché pour le ramasser, comme je l'ai fait 100 fois pour d'autres objets. Mais en me relevant pour lui tendre, nos regards se sont croisés. Ce n'était qu'une seconde, pas plus. Mais ce que j'ai vu dans ses yeux n'était pas le vide habituel. C'était autre chose. Une lueur de désespoir si intense, si nue, qu'elle m'a transpercé. Ce n'était pas le regard d'une maîtresse pour son serviteur, mais celui d'une prisonnière pour un autre. Dans cette seconde, le silence du manoir a changé. Il n'était plus seulement lourd d'oppression, mais chargé d'une chose nouvelle, une possibilité terrible et inconnue.
Pour la première fois, j'ai ressenti une peur qui n'était pas celle du fouet ou de la colère du maître. C'était la peur de ce qui allait commencer. Je suis Yann. Ce nom est la seule chose que je possède. Et encore, il ne m'appartient pas vraiment. Il m'a été donné, comme on donne un nom à un chien de chasse ou à un cheval de trait, pour me distinguer du troupeau. Je n'ai aucune mémoire d'un visage maternel, aucune trace d'une main paternelle. Mon berceau fut une botte de paille dans un recoin sombre de l'étable, et ma seule famille a toujours été cette communauté silencieuse de serviteurs, unis par la même fatigue et la même peur. Mon corps a été façonné par ce domaine. Mes mains sont calleuses d'avoir frotté les parquets et transporté le bois. Mon dos est courbé par des années de révérence et de labeur. Je suis une chose qui appartient à ces murs, un fantôme en livrée, dont l'unique fonction est de servir, d'obéir et de disparaître dès que ma tâche est accomplie. Ma vie est un long couloir sans fenêtre, et chaque jour est une répétition du précédent, une lente érosion de ce qui aurait pu être une âme. Le marquis, notre maître, est le dieu sombre de ce royaume de pierre et de silence. Il n'a pas besoin d'élever la voix. Sa seule présence suffit à glacer l'air. Il se déplace avec une lenteur calculée, une assurance terrible qui vient de la certitude que tout ce qui l'entoure, des terres qui s'étendent jusqu'à l'horizon, aux créatures qui les peuplent, lui appartient sans conteste. Son pouvoir n'est pas seulement dans le fouet qu'il manie avec une froide précision, mais dans son regard. Un regard qui ne vous voit pas, qui vous traverse pour signifier votre insignifiance. Il est l'incarnation de l'ordre immuable de ce monde, un ordre où il est le sommet et nous, la poussière sous ses bottes. Sa justice est une chose rapide et sans appel, une démonstration de force destinée à graver la soumission dans nos chairs et nos esprits. Il n'est pas un homme, il est une institution, une force aussi implacable que la marée qui frappe les falaises en contrebas. J'ai vu la nature de son mariage, non pas dans des éclats de voix ou des portes qui claquent, car la violence de ce manoir est toujours silencieuse, mais dans les dîners interminables. Assis à l'autre bout de la longue table en chêne, le marquis mange sans un regard pour sa femme. Parfois, il lui adresse une parole, une question tranchante comme une lame sur la gestion de la maison, et attend sa réponse avec une impatience glaciale. Chaque mot qu'elle prononce semble être pesé, jugé et presque toujours jugé insuffisant. Son silence à elle est une armure fragile, tandis que le sien est une arme. Il la humilie par son indifférence, par la façon dont il s'adresse au maître chien avec plus de chaleur qu'à elle. Il lui rappelle constamment son échec, son incapacité à lui donner un fils, transformant chaque repas partagé en un tribunal où elle est l'éternelle accusée, condamnée à une solitude peuplée de mépris. Éléonore vit au milieu d'une opulence qui ne fait que souligner sa captivité. Ses robes sont faites des soies les plus fines, mais elles ressemblent à un linceul. Les bijoux qui ornent son cou et ses poignets sont aussi froids et lourds que des chaînes. Je la vois passer des heures dans le grand salon, assise près de la fenêtre, un livre ouvert sur ses genoux, mais ses yeux perdus dans le vide, fixant la lande désolée comme si elle y cherchait une issue. Les pièces qu'elle habite sont vastes et magnifiquement meublées, mais elles sont vides de vie, des mausolées où sa jeunesse et ses espoirs sont venus mourir. Elle est la plus belle parure du marquis, un objet précieux qu'il exhibe mais ne touche jamais. Sa prison n'a pas de barreaux de fer, mais elle est faite de convenances, de devoirs et d'une solitude si profonde qu'elle en est devenue palpable, un froid qui émane d'elle et imprègne tout ce qui l'entoure. Parfois, en la servant, je surprends des choses que personne n'est censé voir. Une crispation de ses doigts sur le tissu de sa robe lorsque son mari parle, un tremblement presque imperceptible de sa lèvre inférieure, une lueur fugace dans ses yeux qui n'est ni de la tristesse ni de la peur, mais une colère contenue, une braise rougeoyante sous une épaisse couche de cendre. Je crois que son désespoir l'a rendue dangereuse. Sa solitude n'est pas passive, elle est devenue une faim, un besoin de briser quelque chose, n'importe quoi, pour se prouver qu'elle existe encore. Elle cherche une fissure dans les murs de sa cage, et je commence à comprendre que son regard ne se pose pas sur moi par hasard. Dans mon insignifiance, dans ma totale impuissance, elle a peut-être vu un outil, le seul levier à sa portée pour exercer une forme de pouvoir, une manière de souiller l'honneur de l'homme qui la possède. Depuis l'incident du gant, l'air entre nous est différent. Le silence n'est plus vide, il est chargé d'une attente. Quand je suis dans la même pièce qu'elle, je sens son regard sur moi, même quand je lui tourne le dos.
Ce n'est plus le regard absent d'une maîtresse, mais quelque chose de plus intense, de plus scrutateur. C'est un regard qui me déshabille de ma livrée, qui semble chercher quelque chose en moi, une faiblesse ou une force, je l'ignore. Cette attention nouvelle est plus terrifiante que l'indifférence du marquis. Car si lui me voit comme un objet, elle commence à me voir comme un homme. Et dans ce monde, pour un serviteur, être vu par sa maîtresse comme un homme n'est pas une reconnaissance, c'est une condamnation. Je sens qu'un fil invisible a été tendu entre sa prison dorée et ma servitude misérable, et que ce fil, fin comme une toile d'araignée, est assez solide pour nous pendre tous les deux. Ce fut un soir où le vent hurlait plus fort que d'habitude, un de ces soirs où la mer semblait vouloir dévorer la falaise et le manoir avec elle. J'achevais de cirer les bottes du marquis dans le silence glacial de l'office lorsque l'une des servantes de madame est entrée, le visage pâle et les yeux fuyants. Elle ne m'a pas regardé directement, fixant un point sur le mur derrière moi. Ces mots furent un murmure à peine audible par-dessus la tempête. Madame me demandait dans sa chambre. Pas dans le salon, ni dans la bibliothèque, mais dans sa chambre. Une transgression des règles si fondamentale que l'air même sembla se figer dans mes poumons. Un ordre normal aurait été donné par le maître d'hôtel pendant la journée. Une convocation nocturne dans ses appartements privés n'était pas un ordre. C'était une anomalie, une brèche dans la muraille immuable de notre existence, et je sentis le froid de la pierre remonter le long de ma colonne vertébrale, bien plus glacial que le vent du dehors. Monter l'escalier principal, la nuit, était un privilège interdit. Mes pas, que j'essayais de rendre inexistants, résonnaient sur le chêne sombre avec une force assourdissante. Chaque marche était une ascension vers l'échafaud. Les portraits des ancêtres du marquis, dont les yeux semblaient me suivre depuis leur cadre doré, étaient les témoins silencieux de mon intrusion. Je croisais les ombres qui dansaient qu'à la lueur vacillante des quelques bougies laissées dans les couloirs, des spectres qui s'étiraient et se déformaient comme pour m'avertir du danger. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que j'avais peur qu'on l'entende à travers les portes closes. Que voulait-elle? Une colère à apaiser? Une faute que j'aurais commise sans le savoir, ou quelque chose de pire encore, quelque chose que mon esprit, conditionné par des années de soumission, n'osait même pas imaginer. Devant sa porte, je m'arrêtai un instant, la main tremblante, sentant que le simple fait de frapper à ce bois allait sceller mon destin. Elle était assise devant sa coiffeuse, me tournant le dos. La pièce était seulement éclairée par les flammes de la cheminée et quelques bougies, jetant une lueur chaude et intime sur les soieries et les velours. Elle ne portait pas ses robes rigides et formelles, mais une simple chemise de nuit en fine batiste blanche, ses longs cheveux dénoués tombant en cascade sur ses épaules. Le silence s'éternisa. Je restais près de la porte, immobile, le regard fixé au sol, attendant l'ordre ou la sentence. Puis sa voix, basse et légèrement rauque, brisa le silence. Elle ne m'ordonna pas d'attiser le feu ou de lui apporter de l'eau. Elle me dit de m'approcher. Lentement, mes pieds semblant peser une tonne chacun, j'obéis. Arrivé à sa hauteur, je vis son reflet dans le miroir. Ses yeux, habituellement si vides, brûlaient d'une intensité fiévreuse. Elle ne me regardait pas comme une maîtresse, mais comme une égale dans le désespoir. Sans un mot de plus, elle prit ma main. Le contact de sa peau, douce et chaude, contre la mienne, rugueuse et glacée par le travail, fut un choc si violent qu'il faillit me faire reculer. C'était un contact interdit, une chose qui n'aurait jamais dû se produire. Elle guida ma main vers son épaule, la posa sur le tissu fin de sa chemise. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau à travers l'étoffe, le léger tremblement de son corps. Je restais pétrifié, mon souffle coupé, incapable de comprendre, incapable de bouger. C'était un ordre muet, mais un ordre de quelle nature? Mon esprit était un chaos de peur et de confusion. Je n'étais qu'un serviteur, un objet, et cet objet était en train de toucher ce qui appartenait exclusivement au maître. Chaque seconde qui passait, ma main posée sur elle, était une éternité de trahison, un crime dont je connaissais déjà le châtiment. Son regard dans le miroir ne sciait pas, me tenant captif. Puis, aussi soudainement qu'elle l'avait initié, elle retira sa main et laissa la mienne choir dans le vide. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda la nuit déchaînée, me tournant à nouveau le dos. « Va-t'en » murmura-t-elle, la voix à peine perceptible. Je n'ai pas demandé mon reste. Je me suis retiré à reculons, comme une ombre, sans un bruit, refermant la porte derrière moi avec une précaution infinie.
En redescendant dans les entrailles froides et sombres du manoir, je n'étais plus le même homme. Le contact de sa peau brûlait encore la paume de ma main, une marque invisible mais indélébile. Ce n'était pas un geste de désir, je le sentais, c'était autre chose, un test. Une affirmation de son pouvoir sur moi, une manière de me lier à son silence, de faire de moi le complice d'un secret dont je ne connaissais même pas la nature. Cette nuit-là, dans mon dortoir, je n'ai pas dormi, comprenant que le fil ténu qui me maintenait en vie venait d'être tendu au-dessus d'un abîme. Les jours qui suivirent cette nuit-là furent une torture de silence et d'anticipation. Chaque fois que je croisais madame dans un couloir ou que je la servais à table, je sentais le poids de son secret sur mes épaules. L'air entre nous était devenu une chose vivante, vibrante d'une tension insoutenable. Je n'osais plus lever les yeux, de peur de voir dans les siens le reflet de ma propre terreur. Je m'efforçais de devenir encore plus invisible que d'habitude, de me fondre dans les boiseries et les ombres, espérant qu'elle m'oublierait, que ce qui s'était passé dans sa chambre ne serait qu'une aberration, un caprice de femme esseulée qui ne se répéterait jamais. Mais je savais, au plus profond de moi, que c'était un espoir vain. Une porte avait été ouverte cette nuit-là, une porte qui ne pouvait plus être refermée, et je sentais que nous étions tous les deux destinés à la franchir, qu'elle mène au salut ou à la perdition. La rencontre suivante eut lieu dans la bibliothèque, une semaine plus tard. Le marquis était parti chasser et ne rentrerait qu'à la nuit tombée. J'époussetais les reliures en cuir, un travail lent et méticuleux qui me permettait de m'isoler du reste du manoir. Elle entra sans un bruit, sa robe de velours sombre absorbant le son de ses pas. Je me figeais, le dos tourné, attendant. Au lieu d'un ordre, elle me posa une question à voix basse, me demandant si j'avais déjà lu les poèmes de Chateaubriand. Mon cœur s'arrêta. Un serviteur ne lit pas, un serviteur ne pense pas. Je murmurai une réponse négative, sans me retourner. Elle s'approcha et je sentis sa présence juste derrière moi, une chaleur dans l'air froid de la pièce. Elle posa un livre sur l'étagère près de ma main. « Prends-le, dit-elle, lis-le ce soir. » C'était un ordre, mais sa voix contenait une supplique, une fragilité qui me désarma complètement. Nos interactions devinrent un jeu d'ombre, une chorégraphie clandestine de gestes infimes et de regards volés. Elle laissait tomber un mouchoir et en le lui rendant, nos doigts se frôlaient pendant une seconde de trop, un contact qui envoyait une décharge de feu et de glace à travers mon corps. Parfois, en lui servant son thé, nos yeux se croisaient au-dessus de la porcelaine fine, et dans ce bref instant, nous nous disions tous ce que les mots ne pouvaient exprimer. Notre solitude partagée, notre peur mutuelle, et cette curiosité terrible qui nous poussait l'un vers l'autre. Je vivais dans une angoisse permanente. Le moindre bruit de pas dans le couloir, le moindre regard interrogateur d'un autre domestique me faisait sursauter. Je sentais les yeux de la maison entière posés sur moi, et je savais que nous étions comme deux funambules avançant sur un fil au-dessus d'un brasier, où la moindre erreur de pas nous précipiterait dans les flammes. Le livre qu'elle m'avait donné devint notre premier véritable lien. La nuit, dans le dortoir glacial, à la lueur d'une bougie volée, je déchiffrais les mots qui parlaient de passions tumultueuses, de terres lointaines et de mélancolie profonde. Ces poèmes étaient une fenêtre sur un monde que je n'aurais jamais dû connaître, un monde de sentiments complexes et de douleurs raffinées qui faisait écho étrangement à ma propre misère silencieuse. Je compris qu'elle ne m'avait pas donné ce livre au hasard. C'était sa manière de me parler, de me confier sa propre âme emprisonnée à travers les vers d'un autre. Chaque soir, je lisais, et chaque matin, en la voyant, je sentais que nous partagions désormais un langage secret, une communion d'esprit qui nous isolait du reste du monde, tout en nous mettant en danger mortel. Le livre était devenu une relique, une preuve tangible de notre transgression. Nos rencontres se firent plus audacieuses, toujours brèves, toujours dans des lieux où nous pensions être à l'abri. La vieille serre abandonnée, au fond du parc, devint notre sanctuaire. Un soir de crépuscule, alors que la pluie fine voilait les vitres sales, elle me parla pour la première fois d'elle. Pas de sa vie de marquise, mais de son enfance en Normandie, d'une course à cheval sur une plage, du goût du sel sur ses lèvres et du vent dans ses cheveux. Sa voix était basse, presque un murmure, comme si elle exhumait un souvenir si précieux et si lointain qu'elle craignait de le briser en le prononçant trop fort.
En l'écoutant, je ne voyais plus la femme du maître, mais une jeune fille à qui l'on avait volé sa liberté. Pour la première fois, je ressentis pour elle quelque chose qui n'était ni de la peur, ni de la pitié, mais une forme de compréhension profonde, une empathie qui était peut-être le plus grand des péchés. À mon tour, je me surpris à lui parler. Je n'avais pas de souvenirs d'enfance à partager, pas d'histoire de liberté. Je lui parlais du froid qui s'infiltre dans les eaux au petit matin, du froid des murs de pierre, du froid du regard du marquis. Je lui décrivais ce que c'était de vivre sans jamais sentir la chaleur, ni celle d'un foyer qui vous appartient, ni celle d'une main amie. En parlant, je sentis un poids se soulever de ma poitrine, un poids que j'avais porté toute ma vie sans même savoir qu'il était là. Elle m'écoutait en silence, son visage grave à la lumière déclinante. Dans ses yeux, je vis une reconnaissance. Elle connaissait ce froid. Sa prison était faite d'or et de soie, la mienne de pierre et de servitude, mais le froid qui y régnait était le même. Dans cette serre humide, au milieu des plantes mortes, nous n'étions plus une maîtresse et son valet. Nous étions deux âmes gelées qui tentaient de se réchauffer à la lumière l'une de l'autre. Le danger ne tarda pas à se manifester plus crûment. Un soir, au dîner, le marquis, d'humeur particulièrement sombre, fit une remarque cruelle sur le silence de sa femme. Il dit, en me regardant droit dans les yeux tout en s'adressant à elle, que sa mélancolie rendait la nourriture amère et que même les chiens du chenil avaient plus de vie. Je sentis le sang se glacer dans mes veines. Son regard ne me quittait pas, un regard perçant, suspicieux, comme s'il sentait une complicité invisible flotter dans l'air. Éléonore ne répondit rien, mais je vis ses doigts se crisper sur son verre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. À cet instant, je compris que notre lien, si ténu fût-il, était déjà perçu comme une alliance contre lui. Il ne voyait pas un amour naissant, il voyait une insubordination, une faille dans son autorité absolue. Et je savais comment cela traitait ceux qui osaient défier son ordre. Ces avertissements ne firent qu'attiser la flamme de notre besoin mutuel. Nos rencontres clandestines n'étaient plus une curiosité, mais une nécessité. L'unique moment où nous pouvions respirer un air qui n'était pas empoisonné par la peur et la solitude. Nous ne parlions jamais d'avenir, car il n'y en avait pas. Nous ne parlions jamais de sentiments, car ils n'avaient pas de nom. Nous parlions du présent, de la douleur du moment, des livres que nous lisions en secret, des rêves étranges que nous faisions la nuit. Sa présence était devenue mon seul refuge, et je crois que la mienne était le sien. Elle ne me donnait plus d'ordre, elle me posait des questions. Elle ne me regardait plus de haut, elle me regardait comme son égale dans la souffrance. Je savais que chaque mot échangé était un pas de plus vers le précipice. Mais la solitude qui nous attendait en bas était si terrifiante que nous préférions continuer à marcher sur le fil. Un soir, alors que nous étions dans la bibliothèque, échangeant un livre, nous entendîmes des pas approcher dans le couloir. C'était la gouvernante, sa démarche lente et lourde, reconnaissable entre toutes. La panique nous saisit. Il n'y avait nulle part où se cacher. Éléonore, d'un geste vif, me poussa derrière un lourd rideau de velours juste au moment où la porte s'ouvrait. Je retins mon souffle, mon corps collé contre la fenêtre glaciale, le cœur battant à tout rompre. J'entendis la gouvernante poser une question sur le feu de la cheminée. La voix d'Éléonore, quand elle répondit, était parfaitement calme, dénuée de toute émotion. Elle était bien plus forte que moi. L'échange dura une éternité. Quand la porte se referma enfin, je sortis de ma cachette, tremblant de tous mes membres. Elle était pâle, mais son regard brûlait d'une étrange lueur de défi. Ce danger partagé nous avait soudés d'une manière nouvelle, irréversible. Cette nuit-là, nous nous retrouvâmes de nouveau dans la serre. L'adrénaline de notre quasi-découverte nous avait laissés à vif, nos nerfs exposés. L'air était lourd, saturé de l'odeur de la terre humide et des non-dits. Le silence se prolongea, mais il n'était plus paisible, il était chargé de l'imminence de quelque chose. Finalement, elle se tourna vers moi, ses yeux brillants dans la pénombre. « Yann », dit-elle, et le simple fait d'entendre mon nom prononcé par elle sans le formalisme habituel fut un choc. « Raconte-moi une histoire. Pas une histoire lue dans un livre, une histoire qui n'existe pas, une histoire sur nous, dans une autre vie, loin d'ici. » Sa demande était un abandon total, une prière. Elle ne me demandait plus de partager sa solitude, elle me demandait de construire pour nous un monde où nous pourrions exister.
Et je compris, avec une certitude effroyable, que j'allais le faire, que j'étais prêt à bâtir ce mensonge pour elle, même si ses fondations étaient notre propre tombeau. Je l'ai suivi jusqu'à la serre, comme un agneau suit le boucher, sachant la destination, mais incapable de résister à la corde. La pluie battait contre les vitres sales, un tambour funèbre accompagnant la tourmente qui faisait rage en nous. Elle ne s'est pas retournée. Elle s'est tenue au milieu des plantes mortes et des peaux brisées, une silhouette pâle dans la lumière mourante du crépuscule. Son immobilité était plus effrayante que n'importe quel cri. J'ai commencé à parler, ma voix basse et tremblante, inventant cette autre vie qu'elle m'avait demandée. Une vie simple, près d'une autre mère, dans une petite maison où les murs n'auraient pas oreilles et où le silence serait une paix, non une menace. Je parlais pour la maintenir à distance, pour remplir le vide terrifiant qui s'ouvrait entre nous. Mais chaque mot que je prononçais était un mensonge qui nous rapprochait inexorablement. Je sentais que mes paroles n'étaient pas une histoire, mais une incantation, un rituel dangereux dont nous ne maîtrisions plus les conséquences. Elle s'est retournée lentement, et j'ai vu que son visage était baigné de larmes. Ce n'étaient pas les larmes silencieuses et dignes que j'avais parfois surprises, mais un chagrin brut, dévastateur, qui avait brisé son masque de marquise. Elle a fait un pas vers moi, puis un autre, et dans ses yeux, il n'y avait plus de hiérarchie, plus de distance. Il n'y avait qu'une douleur si immense qu'elle cherchait un autre corps où s'ancrer pour ne pas être emportée. Sans réfléchir, mû par un instinct plus ancien que la peur, j'ai levé la main et j'ai essuyé une larme sur sa joue avec mon pouce. Le contact de sa peau douce et humide contre la mienne, rêche et calleuse, a fait taire la tempête. Le monde s'est arrêté, nous n'étions plus dans la serre, nous n'étions plus en 1832, nous étions simplement un homme et une femme au bord du précipice, et ce simple geste de compassion était notre dernière poussée vers le vide. Son souffle s'est brisé dans un sanglot, et elle a posé sa main sur la mienne, la pressant contre sa joue. Puis elle s'est rapprochée encore, jusqu'à ce que je pouvais sentir la chaleur de son corps à travers mes vêtements fins de domestique. Nos regards étaient enchaînés l'un à l'autre. Je voyais dans le sien le reflet de ma propre terreur, de mon propre désir d'oubli. Et puis, elle a fermé les yeux et a incliné son visage vers le mien. Ce ne fut pas un baiser de passion, mais de désespoir. Ses lèvres étaient salées par les larmes, et le contact fut maladroit, presque violent, une collision de deux solitudes qui cherchaient à se briser l'une contre l'autre. Dans cet instant, j'ai tout oublié, le marquis, le fouet, la mort. Il n'y avait que cette chaleur fragile, ce contact interdit, qui était à la fois un péché mortel et la seule chose qui m'ait jamais fait me sentir vivant. C'était le sceau de notre condamnation, et nous l'avons apposé volontairement. Nous avons glissé au sol, sur la terre froide et humide, au milieu des feuilles mortes. Il n'y eut pas de mots, pas de caresses tendres. C'était un acte de pure nécessité, aussi primal que la faim ou la soif. Nos corps s'agrippaient l'un à l'autre, non dans une étreinte amoureuse, mais comme deux naufragés s'accrochant à la même épave au milieu d'une mer glaciale. Chaque contact était une transgression, chaque mouvement un pas de plus vers la damnation. Je sentais la fragilité de ses os sous mes mains, la course affolée de son cœur contre ma poitrine. Ce n'était pas une union, mais une chute partagée, un anéantissement mutuel. Nous cherchions dans la chair de l'autre non pas le plaisir, mais l'oubli, une seconde de néant pour échapper à la prison de nos vies. Dehors, le vent hurlait comme une âme damnée, et je savais qu'il hurlait pour nous, pleurant d'avance la tragédie que nous venions de rendre inévitable. Quand tout fut fini, nous sommes restés immobiles, sans nous regarder. Le froid de la terre a commencé à s'infiltrer dans nos membres, nous rappelant brutalement où nous étions. Le silence qui s'est installé entre nous était plus lourd et plus terrible que tous les silences qui l'avaient précédé. Il n'y avait pas de réconfort, pas de tendresse. Il n'y avait que la conscience glaciale de l'acte irréparable. Nous avions franchi la seule frontière qui nous devait jamais l'être. En me relevant, en rajustant mes vêtements, je ne me sentais pas comme un homme, mais comme un mort qui marche. Elle aussi, recroquevillée sur le sol, semblait n'être plus qu'une ombre. Nous n'avions pas trouvé la liberté dans notre transgression. Nous avions simplement échangé nos cages respectives contre un tombeau commun, et je pouvais déjà sentir la première pelletée de terre tomber sur nos cercueils. La peur était revenue, 100 fois plus forte, car elle n'était plus une crainte de ce qui pourrait arriver, mais la certitude de ce qui allait arriver.
Je ne suis pas revenu de cette serre. Une partie de moi est restée là-bas, ensevelie sous les feuilles mortes et la terre humide, et c'est un fantôme qui a repris le chemin du manoir. Les jours qui ont suivi n'ont été qu'un long brouillard de peur. Chaque craquement de parquet était le bruit de mes os sur le point de se briser. Chaque porte qui s'ouvrait était le battant du gibet. Nous nous évitions, Éléonore et moi, un accord tacite né de notre terreur commune. Mais notre secret était une chose vivante, une troisième présence dans chaque pièce où nous nous trouvions. Il flottait entre nous, lourd et suffocant, et je sentais le regard des autres sur moi, plus insistant, plus curieux. Avait-il remarqué mes mains qui tremblaient en servant le vin, le silence dans lequel je m'étais muré, encore plus profond qu'avant moi? Je savais que notre chute n'était plus une possibilité, mais une simple question de temps, et j'attendais la hache comme le paysan attend l'orage qui détruira sa récolte. Le changement en elle fut la première cloche du glas. La fragilité qui l'avait poussée dans mes bras s'était muée en une sorte de fièvre froide, une audace née du désespoir. Elle n'était plus seulement une victime silencieuse. Lors des dîners, elle osait parfois soutenir le regard du marquis une seconde de trop, une lueur de défi brillante au fond de ses pupilles sombres. Un soir, elle contredit une de ses remarques sur la gestion du domaine, sa voix claire et posée résonnant dans le silence de mort de la salle à manger. Je sentis le sang quitter mon visage. Le marquis ne répondit pas, mais un pli imperceptible se forma au coin de ses lèvres, et je sus qu'il avait vu. Il avait vu ce que je voyais. Ce n'était plus la soumission d'une épouse, mais l'insolence d'une femme qui avait trouvé une force ailleurs. Et cette force, cette rébellion suicidaire, portait mon nom. Chaque parcelle de courage qu'elle affichait était une pelletée de terre de plus sur ma tombe. Le marquis n'était pas un homme que l'on pouvait tromper. Sa cruauté s'accompagnait d'une intelligence animale, d'un instinct de prédateur pour la moindre faiblesse, la moindre faille dans l'ordre de son monde. Il se mit à nous observer. Pas ouvertement, mais par des regards brefs et perçants, lancés au-dessus de son verre de vin, ou depuis le seuil d'une porte. Je le sentais derrière moi quand je balayais la terrasse, je sentais son ombre dans les couloirs. Le manoir tout entier semblait retenir son souffle, attendant l'explosion. La tension était devenue si palpable qu'elle en était presque physique, une pression sur la poitrine qui rendait chaque respiration difficile. Il nous chassait, en silence. Il nous laissait nous empêtrer dans notre propre peur, savourant l'attente, certains que nous finirions par commettre l'erreur qu'il justifierait de déchaîner sur nous toute la fureur de son honneur bafoué. Il n'avait pas besoin de preuves, il n'attendait qu'un prétexte. Le prétexte arriva sous la forme la plus simple, la plus innocente. Un matin, alors que je servais le petit déjeuner, le marquis me fit signe d'approcher. Éléonore était présente, pâle et silencieuse. Je crus qu'il allait me donner un ordre, mais il ne me regarda pas. Son regard était fixé sur le sol, près de la chaise de sa femme. Là, sur le tapis persan, se trouvait une petite motte de terre sombre et humide, tombée sans doute de mes bottes mal nettoyées de la veille. Une terre que l'on ne trouvait nulle part ailleurs sur le domaine, sauf dans la vieille serre abandonnée. Il ne dit rien. Il leva simplement les yeux de la tache de boue vers mon visage, puis vers celui d'Éléonore. Dans ce silence, tout fut dit. L'accusation, le procès, la condamnation. Il avait relié les fils. La terre de la serre, la nouvelle audace de sa femme, mes mains tremblantes. Le puzzle était complet, et son visage affichait le calme terrifiant d'un homme qui a obtenu la confirmation qu'il attendait. Je passai le reste de la journée dans une agonie glacée, attendant la sentence. Elle ne vint pas. La nuit tomba, puis le jour se leva à nouveau dans une normalité qui était la pire des tortures. Puis, au milieu de l'après-midi, le maître d'hôtel me trouva dans l'office. Son visage était une toile vierge, ses yeux vides de toute expression. « Monsieur le marquis vous attend », dit-il d'une voix neutre. Pas dans son bureau, pas dans le salon, dans les caves. Mon cœur cessa de battre. Les caves. Le lieu où l'on entreposait le vin, mais aussi le lieu où les murs épais étouffaient les cris, le lieu des châtiments que personne ne devait voir. Je le suivis, mes jambes se déplaçant d'elles-mêmes, chaque pas sur les marches de pierre me rapprochant des ténèbres. La lourde porte de chêne s'ouvrit sur une obscurité froide et humide, et la voix du maître d'hôtel derrière moi fut la dernière chose que j'entendis avant que la porte ne se referme dans un bruit sourd et final. Entrez. Le marquis n'était pas dans la cave, du moins pas tout de suite. Je fus laissé seul dans le noir absolu, un noir si épais qu'il semblait avoir un poids, une texture.
L'air sentait la terre mouillée, le vin tourné et le désespoir des rats. Le froid suintait des pierres, s'infiltrant dans mes os, non pas comme le froid vif de l'hiver, mais comme le froid mortel d'un tombeau. J'ai attendu, chaque seconde s'étirant en une éternité de terreur. Puis, la porte s'est ouverte, découpant une silhouette massive dans le faible ray de lumière. Il est entré, tenant une lanterne dont la lueur dansante projetait des ombres monstrueuses sur les murs. Il ne s'est pas approché. Il a posé la lanterne sur un tonneau et sa voix, calme et dénuée de toute colère, a empli l'espace. Il a dit que je n'avais pas seulement déshonoré sa maison, mais que j'avais commis une erreur plus fondamentale. Une chose, a-t-il dit, ne doit jamais oublier qu'elle est une chose. Un outil ne doit jamais croire qu'il peut ressentir. Deux hommes que je n'avais jamais vus auparavant sont sortis de l'ombre derrière lui. Ils ne portaient pas de livrée. Leurs mains étaient celles de bouchers ou de pêcheurs, épaisses et calleuses. Ils m'ont saisi sans un mot, m'ont arraché ma chemise et m'ont attaché les poignets à un anneau de fer scellé dans le mur. Le marquis n'a pas bougé. Il a simplement regardé, son visage impassible à la lueur de la lanterne. Le premier coup du fouet, un air de bœuf épais et rigide, m'a coupé le souffle. Ce ne fut pas seulement la douleur, une brûlure blanche et aveuglante qui a effacé le monde, mais l'humiliation. Le son, un claquement mou et humide, a résonné contre les murs de pierre. Je n'ai pas crié. Ma gorge était nouée par une terreur si profonde qu'aucun son ne pouvait en sortir. J'ai entendu le marquis dire, d'une voix toujours aussi calme, que la douleur est un excellent moyen de rappeler aux choses leur place dans le monde. Et les coups ont continué, encore et encore, jusqu'à ce que l'obscurité derrière mes yeux devienne plus profonde que celle de la cave. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, suspendu entre la conscience et le néant. Des jours peut-être. Parfois, on me jetait un seau de glacé au visage et un morceau de pain moisi à mes pieds. Mon corps n'était plus qu'une masse de douleur informe. Chaque respiration était une lame de couteau dans mes poumons. Dans mes moments de lucidité, je ne pensais plus à la fuite ou à la liberté. Je pensais à elle. Non pas avec amour, ni même avec désir, mais avec une sorte de pitié lointaine et terrible. Je l'imaginais dans sa chambre de soie, écoutant le silence du manoir, sachant ce qui se passait sous ses pieds. Nous avions cru trouver un refuge l'un dans l'autre, mais nous n'avions fait que construire notre propre cachot côte à côte. Son silence là-haut était le miroir de mes hurlements muets ici-bas. Nous étions les deux moitiés d'une même créature, et la main qui nous avait brisés était celle du maître de ce règne de pierre et de chagrin. Quand ils m'ont enfin détaché, je me suis effondré sur le sol de terre battue. Ils m'ont traîné hors de la cave, à travers les couloirs de service jusqu'à la cour. La lumière du jour gris de Bretagne me semblait aussi violente que le fouet. C'est là que je l'ai vue, ou plutôt que j'ai vu ce qu'il advenait d'elle. Une voiture de voyage noire et sans armoiries était arrêtée devant le perron. Deux hommes en habits sombres, des hommes qui n'étaient ni des serviteurs ni des gentilshommes, la faisaient monter de force. Elle ne se débattait pas. Son visage était d'une pâleur de cire, ses yeux vides fixaient un point invisible au-delà de ce monde. J'ai entendu une des servantes murmurer le mot, un mot sifflant et terrible, l'asile. Il ne l'avait pas tuée, c'était trop simple, trop miséricordieux. Il l'avait effacée. Il l'avait déclarée folle, la condamnant à une mort vivante, emmurée dans un lieu où sa parole n'aurait plus jamais de valeur, où son histoire mourrait avec elle. C'était sa vengeance, une vengeance parfaite et silencieuse. Mon tour est venu ensuite. On m'a traîné au centre de la cour, jusqu'au même poteau où j'avais vu Pierre être fouetté pour une pomme. Tous les domestiques étaient là, alignés en silence, leurs visages aussi gris que le ciel. Ils étaient forcés de regarder, tout comme nous avions été forcés de regarder pour Pierre. La leçon devait être apprise par tous. Le marquis se tenait sur les marches du perron, dominant la scène. Il n'a pas prononcé de discours, il n'en avait pas besoin. Sa seule présence était le verdict. Je n'étais plus Yann, j'étais le symbole de la transgression, l'incarnation de la rébellion qu'il fallait écraser et anéantir pour que l'ordre soit restauré. En levant les yeux, j'ai croisé le regard de quelques serviteurs. Il n'y avait ni pitié ni haine. Il n'y avait que de la peur, une peur abjecte qui les rendait complices de mon supplice. J'étais déjà un fantôme, un avertissement gravé dans leur mémoire. Je ne me souviens pas de la fin avec clarté. Mon esprit était déjà ailleurs, flottant au-dessus de mon corps brisé.
Je me souviens du froid du métal contre ma peau, du murmure du vent qui portait l'odeur du sel et de la mer. Cette mer que je n'avais vue que de loin, cette promesse de liberté qui n'avait toujours été qu'une illusion. J'ai pensé, dans un dernier éclair de conscience, que c'était peut-être cela, la seule véritable évasion. Non pas fuir vers un autre lieu, mais fuir son propre corps, sa propre douleur. Je n'ai ressenti ni colère ni tristesse, seulement un immense vide, une fatigue infinie. Le dernier son que j'ai perçu n'était pas celui de mes propres os se brisant ou celui de la foule silencieuse. C'était le cri lointain d'une mouette, un son libre et sauvage, un son qui n'appartenait à personne. Puis, le silence est revenu, absolu et définitif. Le silence du manoir qui avait repris ses droits, ayant digéré une autre de ses créatures. L'ordre a été restauré. Le silence est retombé sur le manoir de pierre, plus lourd et plus profond qu'avant, cimenté par mon sang et ses larmes. Mon nom a été effacé, mon existence réduite à un murmure effrayé qui s'est vite éteint. La vie a repris son cours, immuable, rythmé par les cloches et les saisons, comme si je n'avais jamais existé. Mais parfois, quand le vent de la lande hurle contre les fenêtres, j'aime à penser qu'il porte avec lui les fragments de mon histoire, les échos de nos mots chuchotés dans la serre abandonnée. Je suis devenu une partie de ce paysage désolé, une ombre parmi les ombres, un souvenir que personne ne réclame. Écoutez attentivement le vent qui souffle sur ces terres de Bretagne, car il est chargé de silence, comme le mien, et il raconte d'innombrables histoires d'âmes que l'on a tenté de faire taire.